Alors voilà, vous allez pouvoir taper ceci dans Google. On va dans la partie images et dans les outils de recherche, on demande des images supérieures à 2 mégapixels. Essayez d'éviter Internet Explorer quand vous faites des recherches comme ça. Faites plutôt dans Chrome ou Firefox. Alors voilà, dans les outils de recherche, je peux demander en plus, dans plus d'outils ici, d'afficher les tailles en fait. Et ça vous indique les dimensions en pixels, largeur, hauteur. Par exemple, cette image ici, je vois que c'est une image 6 mégapixels, puisque quand je multiplie 3008 par 2000, j'obtiens à peu près 6 millions. Donc par rapport à ce qu'un appareil photo est capable de faire, vous voyez à peu près quelle est la précision de l'image. Vous en avez une ici qui fait à peu près 2 mégapixels, on va dire. Mais elle a un autre petit problème, c'est qu'en fait elle est un peu floue, mais on va quand même l'utiliser parce que cette voiture est sympa et on va aller chercher cette image-là. C'est sympa, facile à faire. Donc, touche contrôle du PC, je clique sur l'image. Et ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Je demande afficher l'image. Il s'agit d'une image de Wikipédia, donc j'ai même pas besoin de me soucier de savoir si j'ai le droit d'utiliser commercialement ou pas, puisqu'en fait tout ce qui vient de Wikipédia est du domaine public. Donc c'est bien l'image haute définition que vous téléchargez, c'est pas la petite preview qui est là. Vous cliquez bien sur afficher l'image. Et on va enregistrer ça dans un dossier qu'on a fait spécialement pour aujourd'hui. Donc c'est évidemment une image qui a un format web, le JPEG, mais je vais très vite la convertir en Photoshop, parce qu'il vaut mieux utiliser des formats Photoshop dans Illustrator. Et vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. Ben d'abord pour se débarrasser de la dégradation que le JPEG entraîne à chaque fois qu'on ouvre une image et qu'on l'enregistre. Ça ne fait qu'ajouter des artefacts sur des artefacts, puisque le principe du JPEG, c'est que ça supprime des informations qui ne sont pas visibles. Mais à force de le faire, ça finit par se voir qu'elle est compressée. Donc on va éviter absolument de garder l'image en JPEG. Le JPEG est un format de sortie final, c'est pas un format de travail. Bon, ben on n'a pas trop le choix, puisque c'est une image qui vient du web. Ce sera souvent du JPEG. Sauf dans les banques d'images que vous payez. Ça pourra être du TIFF non compressé. Bon, ben donc on va l'ouvrir dans Photoshop pour en faire une version PSD. Alors, vous avez ouvert donc l'image dans Photoshop. On va enfoncer la touche F pour passer plein écran. Alors, on pourrait améliorer cette image avec un calque de réglage. Ben oui, tant qu'à faire, puisque je vais l'utiliser dans Illustrator, autant essayer quand même de l'améliorer dans Photoshop un peu avant d'utiliser dans Illustrator. Dans Illustrator, qu'est-ce que je vais faire avec cette image? Eh bien, simplement, on va supprimer le décor. Une chose qu'on pourrait faire dans Photoshop, évidemment. Supprimer le décor, ça peut se faire dans Photoshop, mais ça peut se faire aussi dans Illustrator. On va donc voir le masquage dans Illustrator. Mais donc avant ça, je vais améliorer cette image. Donc on va aller dans le menu Images, Réglages. Ben non, je rigole évidemment. On ne va plus là-dedans depuis plus de 10 ans, depuis que les calques de réglage existent. Hein. Donc ça vous oubliez. Menu Calque, nouveau calque de réglage. C'était une blague en fait, hein. Juste pour voir s'il y en a... Avec déjà cliqué. Qui ne connaissait pas. Donc, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Donc, un calque de réglage arrive au-dessus de l'image ici. L'image originale ne devrait pas être modifiée à aucun moment dans le processus. Bon, ben déjà là, on met un calque de réglage pour modifier l'aspect, mais les pixels qui sont dans le calque d'arrière-plan ne seront pas réellement modifiés. Et vous devriez avoir donc quelque part le panneau propriété qui s'est ouvert avec ceci qui est présent. Vous allez prendre la pipette du centre ici, la pipette de neutralisation des gris. Puisqu'on a des gris dans cette image, voyons un peu ce qui se passe si, avec cette pipette-là, on clique sur le gris pour qu'il devienne gris réellement dans l'image. Est-ce que ça va améliorer un peu l'aspect? Voyons.
Ça, c'est une méthode rapide pour améliorer une image. C'est neutraliser les gris. Donc vous avez les gris colorés dans l'image, et quand vous cliquez dessus, dans la mesure du possible, Photoshop vous les transforme en vrai gris. Vous pouvez cliquer à différents endroits, puisqu'on a différents types de gris en fait. Bon, ça, c'est pas vraiment un gris, alors ça pourrit tout. Voilà. Donc on est censé cliquer sur les couleurs neutres. On indique à Photoshop quelles sont les couleurs qui étaient vraiment grises dans la réalité. Et ce que ça fait, c'est que ça modifie les quantités de lumière rouge, vert et bleu. Donc là, dans ce cas-ci, dans mon cas à moi, ça a augmenté la quantité de lumière rouge. On le voit hein, dans la courbe là, par rapport à la diagonale qui est l'entrée, le standard. On a une courbe rouge qui est augmentée, un peu le bleu aussi, mais ça a diminué le vert. Donc on a équilibré les couleurs dans l'image. Si on veut voir l'avant-après, vous pouvez enlever l'œil en face du calque ici pour voir l'avant-après. Bon, sinon l'image est pourrie. Hein. On est d'accord, au niveau de la netteté, ben, c'est pas très net. Au niveau des dégradés, les rendus, ben, ils sont pleins de bruit. Il y a du bruit, donc des parasites. Mais bon, on va quand même utiliser cette image, c'est pas mal. Pour commencer. En fait, si c'est pour des illustrations, ce n'est pas obligatoire que les images soient nickel. Hein. Si c'est quelque chose qui n'est pas photoréaliste, si c'est quelque chose qui est plutôt artistique. Voilà. Et alors, on va l'enregistrer au format Photoshop. Donc, fichier enregistré sous. Et donc, à côté du format original JPEG, je vais enregistrer au format PSD. Donc, format Photoshop. Alors, en général, il y a toujours un stagiaire qui est un peu pointilleux et qui va demander Photoshop EPS ou Photoshop PDF. Mais non, Photoshop. Voilà. Ok. Alors c'est vrai qu'à ce stade-ci, je pourrais laisser tomber une partie du décor, recadrer. On peut recadrer sans détruire les pixels, c'est possible. Mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Je peux garder les pixels du décor visibles. De toute façon, ils vont disparaître quand je vais utiliser l'image dans Illustrator. Eh bien, à ce stade-ci, je vais dans Illustrator et on va créer un nouveau document. Bon, nouveau document format A4 horizontal en RVB. Bien. Alors, si je retourne dans Photoshop, je pourrais me demander, mais quelle est la bonne résolution pour travailler dans Illustrator? Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la définition. Ce qui compte, c'est que le nombre de pixels dans l'image soit bon, mais la résolution, la densité des pixels sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm, n'a pas d'importance. Donc dans le menu Image, taille de l'image de Photoshop, j'ai ici actuellement une résolution de 72 pixels par pouce. Mais ça n'a aucune importance. On en a déjà parlé quand on a fait la formation Photoshop. Ici, je décoche le moteur de multiplication et de division des pixels dans l'image. Et on voit que si je mets une résolution de 1 pixel par pouce, le nombre de pixels qui sont dans l'image, il reste le même en fait. Je suis toujours à 1600 pixels sur 1200, c'est ça qui compte. 150 pixels par pouce, rien ne change. 600, rien ne change. Donc la précision d'image reste la même, 1600 pixels sur 1200 dans ce cas-ci. Ça n'a pas une importance énorme, la résolution. Et ça, j'en ai déjà parlé en long et en large. Évidemment, à un certain moment, il faut s'en occuper. Mais plutôt au moment de la sortie finale. Ce qui compte, c'est la définition. Il faut qu'il y ait assez de pixels qui composent l'image. Ici, on a assez. On a juste un problème, c'est que l'image est floue. Donc, le nombre de pixels, ça ne veut pas dire charrette, quoi. Alors, touche F dans Illustrator pour passer plein écran. Alors, cette image, je vais l'amener dans Illustrator. Alors, anciennement, dans Illustrator, ça avait de l'importance de pré-régler la résolution et la taille en centimètres dans Photoshop, parce qu'en fait, ça pouvait nous poser des problèmes. Les images pouvaient arriver trop grandes, beaucoup trop grandes, plusieurs fois la taille d'un format A4. Ça pouvait être des images de 6 mètres sur 10, des choses comme ça.
Mais depuis quelques versions d'Illustrator, on peut, au moment de l'importation, décider de la taille à laquelle on la met sur le format A4. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne s'en occupe pas trop de la résolution et la taille en centimètres dans Photoshop, parce qu'en fait, on va la définir au moment, on va la déterminer au moment où on importe l'image. Donc fichier, importer. Je vais dans le dossier d'aujourd'hui et je vais chercher la version PSD. La version JPEG, on peut la laisser là, mais on ne va pas l'utiliser en fait. C'est notre backup, elle ne mange pas de pain. Enfin, que je sache, ça ne mange pas trop de pain, en tout cas le JPEG. Et on peut la laisser là donc. Et on va utiliser la PSD qui a beaucoup plus d'intérêt. On va le découvrir plus tard. Ben déjà, il y a un intérêt, c'est qu'elle est corrigée au niveau des couleurs par rapport à la JPEG. On a mis un calque de réglage. Enfin, au niveau des luminosités. Alors ici, au niveau de l'importation, vous avez l'option afficher les options d'importation. Dans le cas de cette image-là, ça ne sert pas à grand-chose de cocher ça. On n'a pas de choix à faire au moment où on importe l'image, notamment quels sont les calques qu'on veut qu'ils soient affichés ou pas, les calques Photoshop. Donc on ne coche pas ça. Modèle, on va le faire après, mais vous pourriez déjà le faire ici en fait. Donc on va transformer l'image en un modèle à un certain moment du processus, peut-être pas tout de suite, mais à un certain moment, oui, on va le transformer en modèle. Et donc ça peut se faire au moment de l'importation ou après. Mais là, vous ne cochez pas non plus. Par contre, ce qu'on doit absolument cocher, c'est l'option lier. On veut que Illustrator regarde en permanence ce qui arrive au fichier de l'image sur le disque dur. Et donc, si on le modifie l'image par un autre logiciel qu'Illustrator, Illustrator va le voir et va faire la mise à jour. Donc, c'est super intéressant que le fichier soit lié. Mais ça suppose évidemment qu'on va enregistrer le fichier Illustrator à côté de l'image PSD et qu'en permanence, elles vont devoir rester l'une à côté de l'autre, en fait. On ne va pas commencer à mettre l'image dans un dossier et le fichier Illustrator dans un autre dossier. Ça risque de poser des problèmes. Dès que vous utilisez des fichiers liés, vous avez intérêt à garder le tout dans le même dossier. On peut créer des sous-dossiers, mais il ne faut pas changer le nom alors, une fois qu'on a créé les sous-dossiers. Je pourrais créer un sous-dossier images et mettre les images PSD dans le dossier images. Mais je n'ai pas intérêt à changer le nom en cours de route. Hein. Sinon, le chemin va changer et Illustrator ne retrouvera plus les images. Donc le plus simple, c'est encore, si on ne travaille pas avec des centaines d'images, de mettre les images juste à côté du fichier Illustrator qu'on va créer par la suite. Enfin, il est déjà créé, mais il n'est pas encore enregistré. Donc l'option liée, c'est coché. Je clique sur importer. Et j'ai le curseur qui est chargé. Bon, 1 sur 1. Ça veut dire que j'ai une seule image en fait. Parce qu'on peut aller chercher plusieurs images et les déposer à la volée, une après l'autre, sur le plan de travail. Et là, je vois mon format A4 et je vais faire un cliquer-glisser. Et voilà l'image qui arrive à la dimension que je viens de déterminer en faisant le cliquer-glisser. Il y a une diagonale sur l'image, ça indique qu'il s'agit d'un fichier lié. S'il n'y avait pas de diagonale, ce serait un fichier incorporé. Il serait dans le document Illustrator. Mais ça a tendance à alourdir les documents Illustrator et ça ne me permet pas de modifier les images en cours de route par des logiciels extérieurs, comme Photoshop. Donc les images incorporées, c'est pas bien. On a ici une image liée, c'est exactement ce qu'il nous faut. Première chose donc qui nous indique qu'il s'agit d'une image liée, c'est les diagonales. Deuxième chose, dans la palette des liens, menu fenêtre, liens, je n'ai pas, sur la vignette de l'image, une petite icône qui m'indique qu'elle est incorporée. Donc, quand on a une image incorporée au document Illustrator, bien sûr, à ce moment-là, le fichier peut disparaître du disque dur, une copie de l'image a été mise dans le fichier Illustrator. Mais c'est pas souvent qu'on le fait, en fait. Hein. Et donc, quand vous aurez une image incorporée, vous aurez à cet endroit-là une petite icône qui indique que c'est une image qui a été incorporée au document. Elle fait partie du document Illustrator, elle n'est pas externe. Pour l'instant, c'est donc une image externe, une image liée. Alors, le document Illustrator ici, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous. Et je vais appeler ça détourage, parce que c'est ce qu'on va voir. Détourage. Je vais indiquer que c'est la version 0.1 du détourage, puisque je vais régulièrement enregistrer. Alors c'est vrai que je peux directement faire des noms compatibles web, c'est-à-dire pas d'accent.
Voilà. Pas commencer par un chiffre. Pas d'espace. S'il y a des choses où vous voulez espacer, vous mettez des tirets ou des underscores, des tirets bas. Mais en tout cas, voilà, autant faire des noms compatibles web, c'est vrai que tant qu'à faire. Et alors, pas des noms de plus de 32 caractères pour bien faire aussi. Bon. Je ne vais pas toujours respecter cette règle, mais je vous la rappelle. Pas commencer par des chiffres, pas d'accent, pas d'espace. Et comme ça, vous avez des noms, et pas plus de 32 caractères, vous avez des noms qui sont directement compatibles web. Vous n'aurez pas de problème si vous devez l'envoyer sur un serveur, l'utiliser sur un site web, etc. C'est que les serveurs web qui n'acceptent pas que ça commence par un chiffre. Donc j'enregistre au format Illustrator. Voilà. Donc compatible CC, je ne vais pas rendre compatible avec une ancienne version. Et voilà, ok. Et donc si je vais comparer un peu, regarder mes tailles ici de fichiers. J'ai l'image JPEG qui fait 397K, donc 0,4 mégas on peut dire. J'ai l'image PSD qui fait 11,3 mégas. Donc elle est beaucoup plus lourde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compression. C'est un enregistrement de ce qu'il y avait dans le JPEG, mais non compressé. Voilà, donc c'est lourd. Et le fichier Illustrator fait 5,2 mégas, c'est-à-dire moins que la taille de l'image qu'on a mise dedans. Donc c'est bien la preuve qu'elle n'est pas intégrée. Elle est liée. Alors voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un tracé autour de la voiture pour l'extraire de son décor. Alors, pour faire ça, ça pourrait être intéressant temporairement d'affadir la voiture pour qu'on voit mieux les tracés qu'on crée par-dessus. Et donc pour ça, on va aller dans la palette des calques. C'est vrai que j'aurais pu cocher l'option modèle au moment où j'ai importé l'image, mais je peux aussi aller dans la palette des calques. Et en fait, c'est le calque, c'est pas l'image, c'est le calque qui contient l'image que je vais transformer en modèle. Donc c'est comme si je mettais une photo en fond pour m'aider à dessiner. Ça se fait souvent dans Illustrator. Démarrer de documents photographiques. Alors attention, si vous utilisez des photos, j'en profite pour parler un peu de droit d'auteur. Si vous utilisez des photos, il ne faut absolument pas qu'on reconnaisse la photo. En général, les illustrateurs utilisent plein de photos du même modèle, du même sujet, pour faire une interprétation. Ils redessinent. Mais si vous prenez une photo qui est sous copyright et que vous redessinez par-dessus, contrairement à ce que beaucoup pensent, si on arrive à voir de quelle photo ça vient, vous avez un problème de droit d'auteur. Ah oui. Donc attention, soit vous utilisez des photographies libres de droit et à ce moment-là vous redessinez par-dessus, on peut voir que ça vient de cette photo éventuellement, mais personne ne viendra réclamer parce que c'est du domaine public. Ou alors vous prenez plein de photos de votre sujet et vous interprétez, vous recréez. Voilà. Donc ça, il fallait le dire parce que souvent on pense, tiens, j'ai redessiné, donc il n'y a plus de problème de droit d'auteur. Ben tiens. Ok. Mais là, ça vient de Wikipédia, on n'aura de toute façon pas de problème, même si on reconnaît la photo. Après, même si une fois que ce sera, si on transforme en dessin, même, il n'y aura pas de problème. Une fois que ça vient de Wikipédia, il n'y a pas de problème. Oui, ça, le Wikipédia, c'est d'office du domaine public. Alors, je vais double-cliquer sur la vignette du calque et dans les options ici, je vais cocher l'option modèle. OK. Et donc, l'icône ici de l'œil disparaît et à la place, j'ai un petit carré. Voilà, voilà. Et ça s'est affadi. Et il est verrouillé. Donc ça veut dire que si je veux faire des choses sur cette image, il faut maintenant, dans cette illustration d'Illustrator, il faut maintenant que je crée de nouveaux calques pour pouvoir dessiner dessus, évidemment. Ce calque modèle est verrouillé. Je peux à nouveau double-cliquer sur lui et aller changer notamment la manière dont c'est estompé, l'affadissement, décocher modèle pour retrouver mon image normale. Enfin voilà.
Il y a différentes choses à faire, mais pas grand-chose quand même. Ok, je mets à jour le fichier sur le disque dur, fichier enregistré, et je vais donc créer un nouveau calque. Bien, alors c'est l'occasion de voir la plume. C'est vrai que je vous ai épargné le premier jour avec la plume, mais voilà, deuxième jour, on va quand même tester un peu la plume. Donc on va zoomer. On va utiliser la barre d'espacement pour bouger l'image dans la fenêtre. Je vous rappelle qu'on est passé plein écran. Touche F. Et alors, on va, avec la plume, dessiner donc le tour de la voiture. Donc j'active la plume ici. C'est vrai que je peux détacher toutes les plumes en allant dans le menu et en détachant ici. Voilà. Mais en fait, elles ne servent à rien parce qu'on peut les appeler très facilement. Les trois outils qui sont là peuvent être appelés très facilement. Alors, je vous montre et vous allez tester après. Donc avec la plume normale, je vais ici enfoncer la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. C'est quand même mieux que d'avoir la plume, sinon c'est le bout de la plume qui met les points. Mais là, je sais que c'est le croisement là qui met les points. Et alors, je vais cliquer un premier point. Ceci, vous ne le faites pas, vous regardez la procédure et vous allez tester ça après. Bon, là, je mets un affichage particulier pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Voilà. OK. Clic. Voilà mon premier point qui arrive. OK. Il y a une droite là. Je fais clic et j'ai fait une droite. OK. Ah tiens, j'ai un trait noir, je vais peut-être l'enlever. Voilà. Et le fond blanc aussi. Je vais faire un tracé qui n'a pas de couleur au départ. Pas de couleur de fond, pas de couleur de contour. Ce sera plus clair que d'avoir parasitage du contour. Le contour qui va venir par-dessus le tracé. Là, vous comprenez, ça c'est la construction vectorielle que je suis en train de faire. J'ai pas besoin de voir un contour qui vient dessus. Ok. Bon, ben c'est assez simple, encore un clic. Et puis, barre d'espacement. Et je vais aller mettre un clic là. Alors, c'est possible que je ne vois pas trop ce que je fais. Mais à un certain moment, ça va... Je pourrais les corriger. Ok. Si je pense que ce point, je l'ai mis trop haut, je voudrais le bouger. Je vais devoir faire appel, avec le raccourci clavier, faire appel aux flèches. Et ça, c'est la touche CTRL du PC et commande du Mac. Sauf que, là, c'est la flèche noire qui arrive. Et je sais que la flèche noire, elle va bouger tous les points. Mais je le montre d'ailleurs. Voilà, elle bouge tous les points, la flèche noire. CTRL Z, j'annule. Donc, avec la touche CTRL du PC et commande du Mac, en fait, il faut savoir, il faut connaître l'astuce. Ça appelle la dernière flèche qui a été utilisée. Et donc, c'est la flèche blanche qu'il me faut pour pouvoir bouger un point en particulier. Donc là, je dois aller activer la flèche blanche, revenir avec l'outil plume, et là, quand j'enfonce la touche CTRL du PC, commande du Mac, c'est bien la bonne flèche qui arrive. C'est la dernière qui a été utilisée avant que j'aille faire le tracé à la plume. Ok. Je clique à côté, je clique sur le tracé, je vais repositionner le point. Pourquoi j'ai cliqué à côté? Parce qu'auparavant, j'avais utilisé la flèche noire qui m'avait sélectionné tous les points. Ils étaient plus creux, et donc ça bougeait tout. Donc j'ai dû désélectionner en cliquant à côté, et en revenant sur le point là. Ok, là j'ai un problème, les repères commentés m'empêchent de bien positionner. Donc je vais aller les désactiver. Menu affichage, repères commentés. Il est possible que vous l'aviez déjà fait. Décocher repères commentés de manière à avoir de manière très libre pour pouvoir positionner le point. Ok, bon, bah déjà essayez de faire ça, ce sera déjà pas mal. Commencez à faire une droite ici. Bon, j'ai un point qui est un peu superflu celui-là, mais c'est pas grave. Continuez la droite le long du pare-brise là, et à un certain moment, testez, essayez de rappeler d'appeler la flèche avec la touche CTRL. Vous allez voir que c'est la flèche noire.
pas de chance. Il faudra donc aller temporairement, activer la blanche, revenir avec la plume, et quand vous enfoncerez CTRL, vous aurez la flèche blanche. N'oubliez pas de cliquer à côté si vous avez utilisé la flèche noire avant. Sinon, tous les points vont continuer à bouger et pas seulement celui sur lequel vous travaillez.